Sylvie de Frémicourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach depuis 25 ans, formateur de coach et superviseur. Vous avez écrit en 2013 « Le coach se nouvelle architecte » et venez d'éditer votre deuxième ouvrage sur le coaching. Le coach, une approche holographique décoiffante. Le mot coaching a envahi l'espace médiatique. Pas un journal qui n'en parle, ni ne l'évoque. Est-ce selon vous un phénomène de mode ? Alors je ne crois pas, je suis même convaincue que ce n'est pas un phénomène de mode puisque ce serait une mode qui aurait beaucoup duré. Aujourd'hui, le coaching correspond à un réel besoin, autre mot, autre remède, dans les contextes de pressurisation, où tout va plus vite et plus agile et difficile. Les cadres, donc les populations sur lesquelles j'interviens principalement, les managers ont besoin d'un temps d'écoute, de prise en compte, d'éclairage aussi des ressources dont ils disposent pour mieux poser en fait leurs problématiques, faire le tri dans un contexte souvent de stress qui peut opacifier la réalité dont ils ont besoin pour avancer. Et donc le coaching correspond à ce type de remède pour les aider à trouver leurs solutions et avancer. Donc ça n'est pas un phénomène de mode, mais c'est réellement un accompagnement clé dans les besoins des entreprises aujourd'hui. En quoi votre livre, Le coach, une approche holographique décoiffante, est-il une version remaniée et approfondie de votre premier ouvrage qui n'est pas si ancien ? Alors, il est remanié parce que d'une part, j'ai gardé de l'ancien le transfert de savoir-faire des outils clés du coach, j'ai gardé aussi la structure thèse-antithèse par un mais pas que systématique sur chaque chapitre. Et je crois que ça reflète bien les doutes du coach, puisque si l'on dit quelque chose, on peut dire aussi autre chose. C'est ce qui sous-tend la manière dont on l'achemine qui est important et non pas forcément ce que l'on livre au final. Ça, c'est pour la structure. Ce que j'ai apporté, ce sont des nouveaux chapitres, d'une part, sur des thèmes intéressants comme les empêchements ou d'autres chapitres clés aujourd'hui dans l'accompagnement, et des exercices pratiques sur chaque fin de chapitre, à la fois d'auto-application de coaching ou de coaching pour ceux qui sont coachs et souhaitent l'utiliser avec leur coaché. Mais alors Sylvie, à vous entendre, votre livre semble s'adresser uniquement aux coachs en exercice ou son public est-il plus large ? Alors le public est en effet plus large, il s'adresse aux coachés aussi, parce que c'est intéressant pour eux de voir ce qu'il peut y avoir derrière un coaching. Ça s'adresse aux accompagnants en général, que ce soit des écoutants, que ce soit des managers, que ce soit des bénévoles dans certains cas. Et puis je pense qu'il permet aussi de gagner en maturité sur toutes les relations interpersonnelles. Accompagnateur du changement et des transitions ou passeur de questions, quelles sont les compétences essentielles d'un coach ? Alors il y a un savoir-faire expérientiel qui s'appuie sur des outils, des méthodes, l'utilisation de ces outils, les supervisions. Il y a un savoir dynamique qui est lié à la culture du coach et la manière dont, avec ce qu'il a oublié, il fait aussi ce qu'il est en tant que coach. Et puis, il y a la posture qui est essentielle et qui s'appuie sur son hygiène et sa capacité à être intermédiaire dans un contexte d'accompagnement de one-to-one ou de one-to-many, puisque le coaching est aussi une posture utilisée avec des groupes. Alors, le savoir du coach, en fonction de ses interventions, s'appuie
des expertises, par exemple, est-ce qu'il a l'habitude de travailler sur tel type de contexte ou tel type d'autre contexte. Elle peut s'appuyer aussi sur sa légitimité à travailler sur des catégories de personnes, par exemple des dirigeants, des managers, des cadres. Elle est aussi liée à sa capacité à jongler avec un certain nombre de choses qui arrivent en situation et qui ne sont ni de sa culture, ni de sa compétence directe, parce qu'il n'intervient pas sur le contenu, mais sur le processus de la relation. Alors, bien sûr, un coach, c'est un généraliste. Donc, vous allez me dire, quand on parle de spécificité, d'expertise, est-ce que ça va avec le côté généraliste du coach? Bien sûr que le coach est un généraliste par essence, mais un généraliste parce qu'il a oublié des spécialités, mais pas parce qu'il saurait un peu tout faire et rien faire. C'est un peu comme un médecin, celui qui soigne les mains ne soigne pas forcément les yeux. Donc un coach, c'est un métier et ça s'appuie sur un savoir-faire autour du processus de relation, et donc en fonction en effet de la cible qu'il a, on va choisir plutôt tel référent, plutôt tel généraliste, plutôt tel coach rompu à ceci ou cela. Quant au coaching, il est, dites-vous, un processus avec sa propre dynamique. En quoi l'énergie qui circule en séance est-elle un élément fondamental ? Alors, c'est vrai que ce qui est étonnant et unique, c'est que sur chaque séance de coaching, il y a l'énergie du coaché, l'énergie du coach et l'énergie du système coach-coaché dans cette bulle, donc l'énergie du coaching. C'est une invitée, pas invitée, que l'on gère finalement en séance et qui est intéressante parce que le propre du coaching, c'est de mettre la personne en autonomie. Donc les ondes qu'envoie le coach par ses questions, en fait, modifient un certain nombre de choses, non seulement sur la matière de la personne qui est en face, mais sur ses propres ondes à s'auto-coacher, à faire bouger des choses en elle. Donc cette énergie en effet qui circule est une manière de permettre l'autonomie de la personne avec ses propres ressources à changer quelque chose. Changement, transition et pourtant invariance, ordre et désordre, comment le coaching nous aide à transformer les crises de menaces en opportunités ? Alors c'est une question intéressante parce que on dit qu'on ne sait que réussir, donc réussir à réussir ou réussir à rater. Et c'est justement ce mécanisme sur lequel nous allons nous pencher dans le coaching, de voir comment la personne s'y prend pour mettre en place ce qu'elle a à mettre en place pour réussir, ne pas réussir ou échouer. Et si le cercle n'est pas vertueux, eh bien, dans ses manières de se dire, de ressentir, de faire, de penser, d'agir, on va pouvoir transposer les composantes sur un cercle vertueux et lui permettre donc de transformer ce qu'elle sait ne pas réussir en quelque chose qu'elle saura réussir. C'est un peu comme des équivalences de compétences qui partent donc d'un cercle non vertueux et qui se transposent sur un cercle vertueux. Mais alors, Sylvie, faut-il aller mal pour commencer un coaching ? Alors, c'est une question intéressante parce que souvent, les entreprises attendent qu'il y ait une situation vraiment difficile ou un problème avec un de leurs salariés pour faire appel à un coaching, et c'est vraiment dommage parce que le retour sur investissement, sans doute, est bien moindre que lorsque on accompagne quelqu'un par rapport à un enjeu et qu'on n'attende pas en effet qu'il aille mal pour aller mieux. Aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus compris que le coaching était un accompagnement partenaire dans la performance qu'elles attendent et dans la tenue de la performance dans le temps.
Et donc, nous avons de plus en plus de coaching par rapport à des enjeux et non pas forcément par rapport à un problème tel que la situation paraît une impasse. Par ailleurs, on note différents types de catégories de managers avec lesquels je travaille. J'ai parfois ce que j'appellerais des athlètes, c'est-à-dire des personnes qui sont de très hauts performeurs et ont besoin d'être accompagnés par rapport à des enjeux extrêmes. J'en ai eu quelques-uns, c'est un peu comme un grand footballeur ou voilà, donc là c'est un travail particulier dans ce type d'accompagnement. J'ai des performeurs, ça c'est la plupart des coachings, c'est-à-dire des personnes qui savent utiliser les changements pour évoluer, se transformer et faire changer plus grand qu'elles, mais qui peuvent fatiguer à certains moments ou qui ont besoin de prendre du recul parce qu'ils se donnent beaucoup et peuvent être parfois le nez dedans, ou parce qu'ils veulent évoluer dans leur mode de performance justement et grandir autrement. À côté, j'ai bien sûr des contributeurs qui peuvent se trouver en souffrance, donc qui tentent d'être conformes par rapport à ce qu'on attend d'elles, mais qui donnent trop de leur énergie et peut-être mal aussi, et qui peuvent avoir à retravailler justement la distribution de cette énergie pour mieux se rassembler par rapport aux obstacles. Et enfin, bien entendu, quelques personnes qui sont déjà réellement en souffrance et sans tomber forcément dans ce qu'on appellerait les RPS, on est quand même dans des situations beaucoup plus délicates. Donc évidemment, lorsqu'on a passé cette barre, cette ligne rouge, on a un retour sur investissement du coaching qui est d'une autre nature et ce que l'on doit vraiment préconiser, c'est un coaching en préventif et en accompagnement partenaire pour ce qu'attend l'entreprise. Quand empêcher le verbe rejoint empêcher, au sens dans le péché, quelle est la place d'un coaching ? Alors le rôle du coaching, c'est d'aider à la fluidité, à la progression de la personne dans sa propre dynamique. Il est intéressant de voir la capacité que l'on a à se coller des péchés, à se coller des charges qui vont freiner cette dynamique. Donc le parallèle avec les péchés capitaux est très intéressant. J'évoque l'orgueil, la gourmandise, on pourrait tous les nommer. Dans la symbolique de ce qu'ils représentent, sont très bien traités déjà dans d'autres ouvrages que ceux du coaching. Donc transposer ce mécanisme sur notre capacité à obstruer finalement la voie VOIE que l'on voudrait se tracer ou la voie pour l'exprimer est un temps fort dans la démarche de mise en lucidité. Dans votre approche conceptuelle, vous évoquez les saisons de l'âme. Quels en sont les symboles ? Alors les symboles sont nombreux. Je crois que j'ai d'ailleurs dit dans ce livre que le prochain serait sûrement sur le thème de la symbolique des saisons dans le développement des personnes. C'est vrai, l'hiver par exemple, puisque nous arrivons à l'hiver, est une saison clé où l'on hiberne en effet, donc un moment où à la fois s'engourdissent et se meurent certaines choses et où à la fois d'autres se ravigorent pour préparer le tri du printemps. On parle souvent des ménages du printemps, donc le tri qui sera fait de ce qui sera plus fort ou ce qui ne sera plus. Voilà, c'est un exemple. Toutes les saisons ont un rôle dans la saison et à la fois par rapport aux autres saisons, dans les cycles dans lesquels nous nous inscrivons. Pour conclure, si je vous demandais de me donner envie de courir acheter votre livre, en une phrase, vous me diriez quoi ? Alors je vous dirais que je crois avoir fait passer
la passion qui m'anime à faire ce que je fais, et donc c'est communicatif, j'imagine. D'autre part, il est unique par rapport à la réelle attention que j'ai portée au transfert de savoir-faire, avec des outils pratiques, avec des exercices. Donc il est utilisable pour s'auto-coacher, pour coacher, pour comprendre le coaching. Et il comprend un certain nombre de postulats et de doutes. Il comprend des outils pratiques, il comprend des illustrations concrètes des coachings qui occupent mon agenda aujourd'hui. Très bien, Sylvie de Frémicourt, je vous remercie. Merci.